Bonjour groupe, aujourd'hui l'État contre-attaque. On va commencer par ce que peut faire un gouvernement, ou ce que doit faire même un gouvernement lorsque il y a la formation possible d'un monopole sur un marché. On va partir de ce que vous connaissez. Donc le modèle de l'offre et de la demande qu'on a vu la semaine dernière, on sait que seulement lorsqu'il y a beaucoup de concurrence, on peut dire que c'est le modèle de l'offre et de la demande qui nous explique ce qu'il se passe sur le marché. C'est-à-dire que le prix du marché, quand il y a de la concurrence, c'est le prix qui est le résultat des forces contraires de l'offre et de la demande. Et on obtient un prix du marché qui n'est pas décidé par une personne en particulier, mais vraiment par les forces du marché. Mais si il se forme un monopole. Par exemple, si tous les offreurs s'allient pour former un espèce de cartel, ou si un offreur qui est plus gros que les autres décide d'acheter ou de fusionner avec les autres. Mais donc, on obtient un monopole. Et le monopole, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il a le contrôle du prix. Alors, le prix PC, le prix d'équilibre du marché concurrentiel, ben, il lui plaît pas particulièrement au monopoleur parce que le monopoleur, il sait qu'il peut faire un peu mieux que ça. Il ne peut pas aller chercher un prix infiniment grand, mais il peut aller chercher un prix plus grand que ça. Ce qu'on ne fera pas dans le cours, mais qu'on ferait normalement dans un cours un peu plus avancé, c'est de démontrer mathématiquement le prix qui est optimal pour celui qui détient le monopole. Donc on a besoin pour ça, en passant, du calcul différentiel que ceux parmi vous qui faites les mathématiques plus avancées dans votre deck, allez voir. Okay? Donc avec un espèce de calcul d'optimisation, on peut montrer que le monopoleur, sachant qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour aller chercher ce bien-là, qui sont prêts à payer un peu plus cher que le prix du marché, ou parfois beaucoup plus cher, comme on le voit avec les billets de spectacle, ben, le monopoleur va essayer d'aller chercher un prix plus élevé qui optimise son profit. Et ce prix-là, il va généralement être significativement plus haut. Je vais l'appeler ici PM pour le prix choisi par le monopole. Donc, il va aller chercher un prix qui nous amène à un point supérieur de la demande. Donc, pour le monopoleur, ça donne une plus grosse marge de profit pour chaque unité produite ou chaque unité vendue, c'est certain. Pour le marché, par contre, il y a un côté négatif. Il est assez clair à voir ici. C'est que vous voyez dans mon graphique initial la quantité de biens qui sont vendus à l'ensemble des consommateurs sur un marché qui est concurrentiel, qui est parfaitement concurrentiel. Mais s'il y a un monopole qui se forme, vous voyez que selon la courbe de demande, la quantité demandée va être moindre que lorsqu'il y avait de la concurrence et que la quantité offerte était parfaitement égale à la quantité demandée. Donc le monopole, il va finalement vendre ou produire une quantité moindre que l'ensemble des producteurs l'auraient fait s'il y avait eu de la concurrence sur ce marché-là. Donc il y a 3 constats qu'on peut faire ici. Premier constat, le monopoleur va toujours choisir un prix supérieur au prix qui aurait été le prix d'équilibre sur le même marché, mais avec concurrence. Le monopoleur a la possibilité de le faire, alors pourquoi est-ce qu'il s'en priverait? Maintenant, il ne peut pas charger un prix infiniment grand, puisque comme on le voit par la forme de la courbe de demande, il y a une hauteur là, dans le graphique à partir de laquelle il n'y a plus de clientèle. Hein. La quantité demandée devient zéro à un moment donné, puis le monopoleur ne peut pas demander plus qu'un certain prix, puisque aucun client n'est prêt à payer ce prix à un certain moment donné. Mais le prix va toujours être quelque part en haut du prix d'équilibre du marché. Deuxième constat, la quantité qui est mise en marché, disons pour chaque mois ou chaque année, par le monopoleur va toujours être inférieure à la quantité concurrentielle, à la quantité qu'auraient mis ensemble plusieurs concurrents si on faisait la somme de leur quantité offerte. Et ça, c'est grave parce que c'est ce qu'on voit beaucoup là, dans les vraies situations de la vie, c'est une rareté artificielle. Donc les gens sont habitués de dire les choses rares, c'est normal qu'elles coûtent cher. Beaucoup de cette rareté-là est une fausse rareté, c'est une rareté artificielle. Dans votre fiche préparatoire, là, j'en parle un petit peu avec l'exemple des diamants qui ont été presque monopolisés pendant tout le 20e siècle par la compagnie De Beers. Alors je vous explique un petit peu comment on peut, dans certains cas, créer artificiellement une rareté et faire toujours planer l'idée qu'il y a une rareté dans un marché alors que la rareté n'est pas si grande que ça en réalité. Le troisième constat est plus un questionnement. Donc,
On voit ici deux paramètres importants, les deux variables les plus importantes du marché, le prix et la quantité. On voit qu'il y a une différence lorsqu'il y a un monopole qui s'empare du marché. Qu'en est-il maintenant de la qualité du produit? Donc, pensez au service à la clientèle lorsque vous avez un problème avec votre téléphone cellulaire. Donc, imaginez maintenant que les marchés comme ceux que je viens de nommer passent d'un oligopole, parce que, mettons, Bell, Vidéotron, Rogers, c'est un oligopole. Imaginez maintenant que tout ceci devient un monopole. Alors, qu'est-ce qui arriverait à la qualité du service à la clientèle? Pensez-vous que la qualité augmenterait? Il y a peu de raisons de penser que ce serait le cas, puisque, d'abord, elle est déjà très mauvaise. En général, si on fait des sondages, on voit que les gens ne trouvent pas que c'est un service de bonne qualité. Alors, imaginez maintenant que vous donnez le monopole à un cartel, il y a encore moins d'incitatifs pour ce monopolaire-là que lorsqu'il y avait un peu de concurrence pour augmenter sa qualité. Alors, en règle générale, on le voit par exemple avec la cafétéria du Collège Montmorency, qui est essentiellement un monopole. Quoique maintenant, il y a un nouveau café étudiant qui vient d'ouvrir. C'est officiellement de la concurrence. Je vous invite à le visiter. Très belle machine à espresso. Mais en règle générale, donc, lorsqu'on a un monopole, la qualité n'augmente pas en comparaison avec un marché similaire où il y aurait de la concurrence. Que peut faire l'État pour prévenir des monopoles qui sont nuisibles pour la population civile? Bon, d'abord, il y a toutes sortes de peines qui sont prévues au Code criminel du Canada, par exemple. On n'a pas le droit d'intimider un nouveau concurrent. Si j'ai une pizzeria et qu'il y a il y a un entrepreneur qui ouvre une nouvelle pizzeria en face de la mienne, je vais être obligé de tolérer ceci. Je n'ai pas le droit d'aller, par exemple, menacer de mettre un incendie. Donc, le Code criminel est bourré de prescriptions exprès pour, prévenir ou guérir, essayer d'amoindrir ce genre de problème et d'empêcher que des monopoles se forment sur le coup de l'intimidation, par exemple. On a aussi au Canada, comme dans bien des pays, ce qu'on appelle un bureau de la concurrence. C'est une agence gouvernementale qui fait en sorte que la loi sur la concurrence soit respectée. Donc, j'en parle dans la fiche préparatoire. Avec le bureau de la concurrence, on va parfois aller jusqu'à des enquêtes où on va parfois même espionner, regarder les messages textes qui sont échangés entre les dirigeants d'entreprise. Les dirigeants d'entreprises concurrentes ne sont pas supposés communiquer ensemble, surtout pour parler des prix qu'ils vont afficher dans les prochaines semaines. Donc, il arrive parfois qu'on va prendre, disons, les mains dans le sac, certains entrepreneurs. Ça a été le cas il y a quelques années dans la région de Sherbrooke où on a pris des propriétaires de stations-service à fixer des prix ensemble chaque lundi matin. Et donc, il y a eu des peines de prison, des amendes dans les millions de dollars. Et ça, c'est le travail, c'est le travail de base du bureau de la concurrence, d'appliquer des lois de protection de la concurrence qu'on appelle parfois, avec le terme anglais, des lois antitrust. Trust étant une façon de dire monopole ou cartel en anglais. Il y a un cas particulier dont on parle d'ailleurs dans la vidéo complémentaire qui s'appelle simplement la concurrence. C'est celui où on a un monopole naturel. C'est-à-dire que la société, dans de certains cas, n'aurait pas intérêt à ce qu'il y ait de la concurrence dans certains domaines. Et l'exemple principal, c'est la distribution de l'électricité. Au Québec, on a comme ailleurs un réseau unique de distribution de l'électricité et il appartient à Hydro-Québec. Il est opéré par une firme qui représente le gouvernement. Donc le gouvernement du Québec est l'unique actionnaire de la compagnie Hydro-Québec qui s'occupe de distribuer l'hydroélectricité au Québec. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait donc dans les années 60? On a nationalisé la distribution de l'électricité au Québec. On s'est dit, si on est pour devoir vivre avec un monopole, alors aussi bien que le gouvernement qui nous représente, la population, en devienne le propriétaire. Il y a des pays qui vont jusqu'à nationaliser le pétrole, mais attention, le pétrole, de par sa nature, ce n'est pas un monopole naturel. On pourrait par exemple laisser 12 entreprises se partager une même réserve de pétrole. Par contre, établir un réseau électrique comme celui du Québec pour desservir 8 millions de personnes plus des clients extérieurs là, quand on exporte l'électricité du Québec, c'est difficile à faire avec 12 concurrents. Il est naturel, il est moins cher par client d'avoir un monopole dans ce cas-là. Et donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de nationaliser. Et dans certains cas, par exemple en Californie, ce qu'on va faire, au lieu de nationaliser, on va laisser un monopole privé être là, mais on va le surveiller d'extrêmement près, constamment. Et il va devoir justifier ses hausses de prix jusqu'à la dernière cent.
maintenant, je vais illustrer la conséquence d'établir des prix planchers, des prix plafonds. Donc, en gros, ce que vous avez lu, c'est que il y a des attentes dans la population, parfois pour certains marchés, que le gouvernement fixe par la loi des prix, soit plus haut que le prix d'équilibre du marché ou plus bas. Alors, les consommateurs vont préférer des prix toujours plus bas et les vendeurs, par exemple les agriculteurs qui travaillent fort, qui veulent bien gagner leur vie, vont vouloir des prix plus hauts que le prix d'équilibre pour leurs marchandises. Ce deuxième cas, ça s'appelle un prix plancher. Donc, on va commencer avec ce cas-là. Supposons que donc les agriculteurs font du lobbying auprès du gouvernement et lui demandent d'obtenir un prix supérieur au prix du marché qu'ils trouvent, disons, trop bas actuellement pour bien gagner leur vie. Le gouvernement leur dit parfait, il acquiesce, il a besoin de votes pour gagner les prochaines élections fédérales par exemple. Donc il va acquiescer, il va promettre et éventuellement établir par la loi un prix plancher qui n'est pas le prix d'équilibre du marché. Donc comment on peut représenter ça, de quoi ça a l'air? On peut le représenter de la manière suivante. On peut tracer une ligne parfaitement horizontale en haut du prix d'équilibre. Donc vous voyez ici, j'ai recommencé à utiliser les petites étoiles pour dire la quantité d'équilibre du marché et le prix d'équilibre du marché. Et vis-à-vis cette ligne-là, je vais écrire PG pour le prix imposé par le gouvernement, d'où le G. OK? Donc voici un prix en bas duquel il est illégal maintenant de vendre. Donc toute la zone en dessous devient maintenant une zone illégale. Je ne peux pas vendre en dessous. Donc en tant qu'acheteur, je ne devrais pas trouver de ce produit-là normalement en dessous du prix plancher qui est imposé par la loi, par l'État. Qu'est-ce qui va arriver? La conséquence à prévoir, au moins à court terme. Pourquoi à court terme? Parce que le court terme, c'est l'horizon temporel où on n'a pas le temps de voir l'offre ou la demande bouger. Alors qu'est-ce qui va arriver au moins à court terme? Ben, vous le voyez, un déséquilibre sur le marché. Au nouveau prix, ceci n'est plus pertinent. Le nouveau prix, c'est PG, qui est un prix supérieur à l'équilibre. Et on voit qu'il y a maintenant une distance entre la quantité offerte et la quantité demandée. Je vais reporter ces quantités-là sur l'axe des quantités. Donc vous voyez maintenant qu'il y a un écart ici entre la quantité offerte et la quantité demandée. Cet écart-là, puisqu'on est au-dessus du prix d'équilibre, il s'appelle un excédent. Un excédent veut dire, à ce prix-là, très alléchant pour les producteurs. Les producteurs veulent vendre beaucoup de cet item-là, mais les consommateurs ne veulent pas acheter autant que le souhaiteraient les offreurs. Et donc, on se retrouve avec des excédents. Pensez par exemple à des produits céréaliers ou à du lait. Okay? Donc, on aurait ici un excédent de lait. Il faudrait le balancer dans le canal ou à quelque part. Il n'y aurait pas d'acheteur pour ce lait-là. Comme je l'explique dans le document préparatoire, au Canada, pour éviter que notre politique de prix plancher en ce qui concerne le lait ne crée du gaspillage, on a dû combiner à ça un système très compliqué de quotas de lait où il y a un quota total qui est partagé entre tous les producteurs de lait de chaque province et on ne peut pas donc dépasser ce quota-là dans chaque ferme. Et donc, ça donne lieu à un système très compliqué qui d'ailleurs est très critiqué par nos partenaires commerciaux comme les États-Unis qui n'ont pas un tel système. Ils considèrent ce système-là quasiment comme du communisme dans la production laitière. On passe maintenant au prix plafond, donc le contraire, l'opposé finalement du prix plancher. Au contexte de prix plafond, beaucoup de gens aimeraient que le gouvernement plafonne les prix de l'essence à la pompe parce qu'ils sont tannés qu'il y a des variations. Ils ont remarqué par exemple que le prix augmente toujours quand les automobilistes tombent en vacances, les vacances de la construction, les vacances de Noël. Et donc au lieu d'y voir le fruit du jeu de l'offre et la demande, ils y voient parfois une conspiration et ils aimeraient que le gouvernement vienne un peu taper sur les doigts de ces mystérieuses personnes qui semblent jouer avec les ficelles des prix. Que ce soit l'essence ou les cours de conduite qui sont maintenant sujets à un prix plafond au Québec, il risque de se produire, et je dis il risque, mais en fait il va se produire toujours un déséquilibre dans le marché si on applique ceci et qu'on fait fi de la mécanique de l'offre et de la demande qui est derrière ces prix-là sur un marché concurrentiel. Donc voici ce qui va se produire. D'abord, le gouvernement fixe un prix inférieur s'il accepte de donner ça à la population. Il va demander donc aux marchands de se plier à une loi qui va les forcer à vendre toujours au maximum
un certain prix qui est choisi par le gouvernement. Ce qui veut dire que maintenant, tout ce qui est en haut de ce prix-là devient, disons, illégal, carrément, pour les vendeurs. Les vendeurs n'ont plus le droit de vendre en haut de ce prix-là. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, cette fois-ci, vous voyez, l'analyse est vraiment miroir de l'analyse du prix plancher. On voit qu'il y a encore une fois un écart entre la quantité demandée qui est ici et la quantité offerte. Donc je vais l'écrire, quantité demandée ici, quantité offerte. Et on voit que cet écart-là, il fait en sorte que la quantité demandée est plus grande avec un prix plafond que la quantité offerte. Et ça, ben, ça s'appelle, comme on l'a vu, une pénurie. On peut la voir ici. Donc la quantité de pénurie, on pourrait la trouver en faisant quantité demandée moins quantité offerte. On trouve, je ne sais pas moi, 52 000, ben, ça veut dire qu'il manque 52 000 pour fournir l'ensemble de la demande au prix qui est affiché, c'est-à-dire le prix plafond du gouvernement. On peut aussi la lire directement au milieu du graphique, la pénurie. C'est la longueur de ce segment-là. Donc vous voyez, c'est le même segment ici, là, en gros, là, si je travaille de manière un petit peu plus précise. Et donc, on peut facilement faire la prédiction que dans un marché concurrentiel moyen comme celui-là, ben, si on établit un prix plafond, il va y avoir peut-être sur le coup une réjouissance chez les acheteurs, les consommateurs, mais on va vite réaliser le côté négatif, l'effet pervers d'une politique de prix plafond qui est assurément une pénurie. C'est tout pour l'épisode 4. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que c'est l'examen 1. Alors les consignes vont être données en classe à la semaine 5 cette semaine. Et prenez bonne note de ces consignes. Si vous êtes absent, assurez-vous auprès de vos amis de récolter les informations importantes pour vous préparer à cet examen. À bientôt!